Alors, sur les probabilités conditionnelles, pour l'instant, sur les probas, on a mis en place premier terme dénombrement. Donc ça, c'est ce qui va servir à faire les petits calculs par-ci par-là. On a mis en place la notion de probabilité générale, donc espace probabilisé avec les propriétés élémentaires. Et là, c'est un thème précis, c'est probabilité conditionnelle et indépendance au passage. Alors, la définition, ce sera à la fois un théorème, et en se basant sur cette définition théorème, on aura tout un tas de propriétés et de formules qui vont arriver. Enfin, on aura quelques propriétés et formules qui vont arriver. Alors, le premier énoncé, qui sert en fait de définition, c'est celui-ci. Une probabilité conditionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle probabilité qu'on va mettre en place sur un espace déjà probabilisé. Donc on a déjà un espace grand oméga, on a déjà une probabilité grand P, et on a un événement de référence qui va être un événement non négligeable. Donc petit rappel, que j'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire P2 différent de 0. Donc concrètement, il y aura une division, c'est tout. Et on va définir une certaine application qui va être celle-ci, l'application P indice A ou P sachant A, parce que c'est comme ça qu'elle s'appellera. C'est une nouvelle application qui part de P2 oméga, qui arrive dans 0,1, et un événement grand E, rappelez-vous une partie de oméga dans le langage des probas, c'est un événement, on va associer cette espèce de quotient P de E inter A sur P de A. Entre guillemets, on va regarder à l'intérieur de l'événement A la proportion liée à l'événement grand E. Donc, vu qu'on fait une espèce de proportion, ça va donner un nombre entre 0 et 1, donc mathématiquement ça se vérifie très facilement. Et ce qu'on va vérifier, c'est que cette nouvelle application, c'est une nouvelle probabilité qu'on va appeler probabilité conditionnelle relative à grand A. Et donc, si vous avez un événement fixé, on va donc définir ainsi la probabilité de grand E sachant A par P de E inter A sur P de A. Et, petite notation, ou bien on met P sachant A de grand E, ou bien des fois on peut mettre P de E sachant grand A avec une espèce de barre verticale comme ça. Alors, la démonstration à faire, c'est tout simplement vérifier que ce P indice grand A est une proba. Donc ça va prendre quelques instants, quelques lignes, c'est très rapide. Et tout de suite, on va le dire, ça signifie que, où est-ce que c'est marqué? Là, en dessous, je vous le souligne. Vu qu'on a une probabilité, ça veut dire que tous les résultats de probabilité sont vérifiés. Donc, toutes les formules qu'on a vues sur la probabilité de l'ensemble vide, la probabilité de l'événement certain, le fait que la probabilité est entre 0 et 1, la probabilité de l'événement contraire, etc., événement disjoint, 2Z2 incompatible, etc., tout ça, ça sera vérifié. Donc, c'est ce qui va donner cette propriété-là, proposition 2, qui en fait est juste un récapitulatif de tout ce qu'on a déjà vu avant, dans le cas de P indice 1. Donc là, il n'y a rien à démontrer en fait. Et cette nouvelle probabilité conditionnelle, elle va nous aider pour faire certains calculs. Alors, démonstration numéro 1, on va passer sur le tableau blanc. Alors, tac, tac, tac. Alors, définition de proba. Petit rappel, une probabilité c'est quoi? C'est une application définie sur P de oméga à valeur dans 0,1. Donc là, on va signaler qu'on a bien quelque chose dans 0,1. On demande deux choses. Première chose, le fait que la probabilité de l'univers tout entier soit 1. Donc là, on va faire le calcul, ce sera instantané. Et on a l'additivité disjointe, c'est-à-dire que si on a deux événements incompatibles, intersection vide, la probabilité de la réunion, c'est censé être la somme des probas. Ce sont uniquement ces informations qui vont dire qu'on a une proba. Donc, hop, une petite phrase d'accroche, et puis après on enchaîne. Donc on vérifie la définition de proba pour P indice A. Premier point, P indice A, c'est bien une application de P d'oméga dans 0,1. Je redessine un tout petit peu mieux mes trucs. Alors, ici, tout simplement, en effet, si on reprend la formule P de E inter A
sur P de A, bah, c'est positif. Donc car une probabilité est positive. Donc là, c'est instantané. Et j'ai presque pris trop de place. Je refais un peu de mise en page. Tac. Ah, j'ai des petits traits qui sont restés. C'est pas grave. Et pourquoi est-ce que c'est petit que 1? Tout simplement parce que P de 1 tera est plus petit que P de A. Et ça, c'est la croissance de P. Alors, c'est pas gênant d'utiliser la formule qu'on n'a pas encore démontrée pour justifier que sa valeur dans 0,1. Alors attention, l'énoncé, on définit P indice A avec ce qui est entouré, et ce qu'on veut, l'affirmation qu'on veut démontrer, c'est que c'est une probabilité. A priori, c'est une application quelconque, et on veut que ça vérifie la définition de proba. Mais l'expression, là par contre, on n'a pas à démontrer. Ça, c'est juste une définition. C'est bon la nuance? Ok, c'est pas grave, c'est très bien posé la question. Deuxième point. On veut calculer P grand A de oméga. Donc on applique la formule, donc, qui est donc une définition, on la pose comme ça, en remplaçant grand E par oméga. On va se retrouver avec P de oméga inter grand A sur P de A. Vu que oméga c'est l'univers tout entier, bah ce truc là ça fait en fait P de A sur P de A, c'est-à-dire 1. Voilà, c'est tout. Donc ici, je mets juste une petite accolade. Oméga inter grand A, c'est égal à grand A. Et deuxième point, l'additivité finie. Alors attention, grand A c'est déjà l'événement de référence, donc on va mettre un grand E et un grand F par exemple. Soit grand E et grand F, deux événements incompatibles. Rappelez-vous pour l'additivité, ça fonctionne lorsqu'on a des événements incompatibles. Et on calcule P sachant A de grand E union F. Si on applique la formule, on va avoir au numérateur P de, alors on l'écrit avec des parenthèses, E union F, le tout inter A, et tout ceci divisé par P de A. Donc ici, mettez bien les parenthèses, on a E union F, intersecté avec A, le tout entre parenthèses. Distributivité, le grand A va se distribuer sur grand E et grand F avec l'intersection. On va donc se retrouver avec au numérateur E inter A, union, et à côté excusez-moi, F inter A. Tout ceci divisé par P de A. Maintenant, si vous regardez ici, ça c'est du E' union F'. A priori, alors deux manières de procéder, ou bien vous dites je fais la probabilité d'une réunion quelconque, je vais la formuler avec l'intersection, ou bien, ce qu'on appelle plutôt faire ici, on va constater que ces deux événements E' et F', ils sont à leur tour incompatibles, et donc la probabilité de cette réunion, ce sera la somme des probas, et on aura quasiment gagné. Donc petit calcul annexe, je le laisse en vert. Or, si on calcule E' inter F', parce que montrer qu'on est des événements incompatibles, c'est vérifier que l'intersection est vide. On se retrouve avec E inter A,
intersecter cette fois-ci avec F inter A. On a une grande intersection. On va donc se retrouver avec du E inter F. Alors, officiellement, ce serait inter A, re inter A. Bon, en vrai, ça sert à rien d'en mettre deux, mais ça ne change pas grand-chose. De toute manière, pour nous, c'est déjà gagné. Vu que E et F sont incompatibles, E inter F, celui-ci, c'est vide. Donc ça, hypothèse. On a donc E' inter F' qui fait bien l'ensemble vide. Et on termine ainsi. P sachant A de E union F. On va se retrouver avec le dénominateur P de A, copier-coller, on ne se pose pas de questions. Et au numérateur, on peut cette fois-ci couper en deux en disant que c'est P de E inter A plus P de F inter A. Et bien sûr, cette fraction, tout simplement en coupant en deux, on a bien P sachant A de grand E plus P sachant A de grand F. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'était bon. Et ça, c'était bon. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, pas de souci. Alors, pourquoi on a fait le troisième point? Tout simplement, ce que je peux vous remontrer, c'est, alors je vais remettre le PDF un petit peu plus grand, la définition de probabilité. Alors c'est sur, je rouvre le PDF d'avant, donc ça c'était sur le chapitre espace probabilité tout court. La définition de probabilité, donc je remonte, non ça c'était encore des événements, excusez-moi, ici. Donc la définition de probabilité, c'est une application de P de oméga dans 0,1, premier point, la probabilité du vote de grand oméga qui vaut 1, deuxième point, et troisième point, P de A union B égale P de A plus P de B pour deux parties disjointes. Donc 1, 2, 3, tout simplement. Est-ce que c'est bon ce truc-là? Ok. Alors, on revient là-dessus. Une fois qu'on a ça, donc, toutes les propriétés des probabilités, donc je peux vous les remontrer du coup, celle-ci, ensuite les trucs qu'on a vu ici, le truc qu'on a vu ici, l'activité fine généralisée, tout ça, le coût des systèmes complets d'événements, tout ça, ça va s'appliquer avec P de P2, avec P sachant A de quelque chose, directement. On enchaîne, et on va arriver donc à nos deux grosses formules. Première grosse formule. L'idée d'une probabilité conditionnelle. Ce qu'on veut retranscrire, mais normalement vous l'avez déjà pas mal manipulé au lycée, c'est, d'où le nom, sachant qu'un certain événement a été réalisé, quelle est la probabilité qu'un autre événement à son tour se réalise? Donc il y a un petit peu une notion de chronologie dans l'histoire. En général, c'est pas obligé, mais en général, c'est on a un événement qui est une cause et on se demande quelle est la probabilité qu'une certaine conséquence soit réalisée par rapport à une cause donnée. Donc, ça peut être des exemples très mécaniques. Exemple tout bête, vous avez une usine, c'est le genre d'exemple qu'on pourra faire un petit peu plus tard. Vous avez une chaîne de production, et puis sachant qu'un produit est passé par telle ou telle chaîne de production, quelle est la probabilité qu'il ait été cassé, défectueux ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Alors, vous avez des hypothèses bien sûr pour formaliser tout ça, mais là typiquement, c'est une probabilité conditionnelle.
Autre exemple qui va correspondre à quelque chose qu'on va faire juste après, vous avez une urne dans laquelle vous piochez des boules. Il y a des boules de couleurs différentes, des blanches, des rouges, ce que vous voulez. Et suivant les hypothèses qu'on vous donne, le fait de piocher plusieurs boules à la suite, les premiers piochages, je ne sais pas si on peut dire piochage, mais c'est pas grave, vont avoir une conséquence sur les suivants. Donc là, typiquement, on aura des probabilités conditionnelles qui vont intervenir. Ici, la notion de probabilité conditionnelle simple, c'est avec seulement un enchaînement. Des fois, c'est un peu limité. Si on a plusieurs événements successifs, plusieurs conséquences successives, on va avoir besoin de regarder ce qui se passe lorsqu'on enchaîne tout. D'où arrive la formule de probabilité composée. La formule de probabilité composée, je vais vous l'encadrer, c'est lorsqu'on a la probabilité qu'une intersection de tout un tas d'événements, pardon, c'est ici, lorsque la probabilité on cherche la probabilité d'une immense intersection. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est ce que je vous mets en remarque juste en dessous, les événements A1 à N, ça va correspondre à une sorte de chronologie. Étape 1, étape 2, jusqu'à étape N. Et on se demande le fait que les N étapes aient été réalisées, quelle va être la probabilité, sachant les probabilités précédentes. Vous verrez très vite sur les exemples, ça marchera bien. Donc au niveau des hypothèses, il y a une espèce d'hypothèse un peu technique, mais normalement, en pratique, dans le contexte, elle posera quasiment jamais souci. La formule, c'est la suivante. La probabilité d'intersection, A1 jusqu'à AN, elle va se décomposer avec P2 A1, multiplié par P2 A2 sachant A1, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on rajoute un événement, on suppose que tous les précédents ont été réalisés. Donc la probabilité sachant A1 et A2 d'avoir A3. Dans les trois petits points, il y aurait la probabilité sachant A1 et A2 et A3 d'avoir A4, etc., etc., jusqu'à la probabilité d'avoir AN, sachant que toutes les situations précédentes ont été réalisées. Alors, si vous comparez bien, je ne peux pas mettre les deux simultanément, c'est pas grave, je vais juste faire un tout petit copier-coller vite fait. Si vous regardez la définition, où est-ce que je l'ai mis? Là. La définition de probabilité conditionnelle, si je vous la mets dans un petit coin ici, elle peut se réécrire comme P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Ça, c'est la première étape, on va dire, de la formule de probabilité composée. Les probabilités composées, ça généralise ce petit truc-là. Au passage, je ne l'ai pas signalé plus que ça, mais vous pouvez le souligner, l'entourer, ce que vous voulez. Ça, on l'utilisera très souvent. P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Pour cette formule, on va faire tout de suite un exemple. On a une urne opaque qui contient N boules. Il y a B boule blanche, R boule rouge. Alors le B et le R, ça peut être n'importe quoi, on s'en fiche. Le indécimal au toucher, bon, je le mets là pour vous faire comprendre que de toute façon, il y aura une hypothèse d'équiprobabilité, mais en pratique, même si on ne vous le mettait pas, vous auriez à le supposer quasiment. Et on tire successivement et sans remise 4 boules de cette urne. La question qu'on se pose, c'est quelle est la probabilité que les 4 boules tirées soient rouges? Là, tout de suite, ce qu'on va voir au niveau de la modélisation, on va vouloir modéliser nos événements. Vu qu'il y a la couleur des boules qui intervient, mais aussi le numéro de l'étape où ça intervient, vous allez, ça sera un réflexe à prendre, devoir indexer vos événements. Vous ne pourrez pas vous contenter de dire un événement du genre la boule est rouge. Là, ce sera laquelle? La première, la troisième, la quatrième. Donc, la boule numéro I est rouge, ce sera l'événement R indice petit i. Et donc, avec cette convention, nous, ce qu'on va chercher, c'est la probabilité d'avoir R1 et R2 et R3 et R4, d'où l'intersection et d'où la formule de probabilité composée. Donc, il faudra bien réaliser ce genre de choses lorsque vous avez un événement qui dépend d'un indice, qui dépend d'une étape, vous devez l'indexer. C'est quasi obligatoire. Alors, exemple, je repasse sur le tableau blanc. Hop, hop, hop.
Alors, on va noter B indice I, donc 2 points, ouvrez les guillemets, l'événement, la ième boule. Et j'ai mis quoi comme couleur déjà? J'ai mis du rouge et du blanc. Et bien sûr, de manière complètement analogue, R indice I, la ième boule est rouge. Je vais juste faire un petit dessin pour fixer la notation. Donc notre urne, elle est là. Tac, tac, tac. Dedans, on a combien? On a de boules rouges, petit r boule rouge. Donc ici, zut, on va avoir une boule rouge, 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 une boule rouge. À côté, on va avoir des boules blanches. Bon, moi je vais les faire jaunes, on va dire. Tac, 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 tac. Donc ici, on a petit B, boule blanche. Ici, on a petit R, boule rouge. Et au total, j'ai appelé... Je ne l'ai pas appelé. Donc, au total, on a R plus B, boule. Est-ce que pour le schéma, c'est à peu près bon? Est-ce que juste ici, jusqu'ici, vous êtes avec moi? Alors, bon, on a 2 personnes, c'est parfait. Ok, ça a l'air à peu près. Il y en a un peu plus qui se réveillent. Alors, si on enchaîne, ici, on cherche la probabilité d'avoir R1, inter R2, inter R3, inter R4. Ça, c'est le point clé. Si vous ne pensez pas à traduire ça sous cette forme, bah, vous risquez de tourner en rond. Parce que vous n'allez pas penser probabilité composée, et puis après vous serez coincé. Donc, on applique la formule probabilité composée. Donc, la formule des probabilités composées. Alors, ici, il faut juste prendre un petit peu de place. P de R1, inter R3, inter R2, pardon, inter R3, inter R4, ça va être, on commence par P de R1. On va vouloir que R1 soit réalisé. Ensuite, une fois que R1 est réalisé, donc sachant que R1 est réalisé, on veut aussi avoir R2 au deuxième tirage. Puis, sachant que R1 et R2, d'où intersection, sont réalisés, on va avoir R3 au troisième tirage. Et dernière étape, sachant que les 3 premiers tirages ont donné des boules rouges, on veut avoir R4. Donc ça, alors j'insiste bien, je vais me souvenir en rouge, faut me l'écrire la formule. Des fois, il y en a qui n'écrivent pas la formule, qui balancent juste les chiffres. Mais là, typiquement, on ne peut pas vérifier vos connaissances. Si jamais vous avez les bons calculs, bah effectivement, on va vous accorder le bénéfice du doute. Mais si jamais vous n'avez pas pris les bonnes valeurs, ou si vous n'avez pas fait les bons calculs, si vous n'avez même pas mis la formule, on ne pourra même pas vérifier qu'en fait, à quel niveau vous êtes trompé. Donc, si la formule y est, de toute façon, elle doit y être, ça fera des points intermédiaires. Et après, si en plus il y a les calculs, bah bien sûr, ce sera encore mieux. Alors, ici, on va faire progressivement, pour voir un petit peu ce qui se passe. Rappelez-vous qu'on a ce dessin, en haut à gauche, et rappelez-vous qu'on tire successivement les boules, mais on les tire sans remise. Attention, je vais écrire en toutes lettres.
Donc ici, je vous mets directement le doigt dessus. Après, en pratique, ce sera à vous d'y penser. Si le tirage est sans remise, ça signifie que le nombre total de boules va changer au fur et à mesure. Et en particulier, la proportion de boules rouges et blanches va changer aussi au fur et à mesure. S'il y a remise, c'est plus une probabilité conditionnelle. Alors, si, ça peut tout à fait se faire à des probabilités conditionnelles, mais c'est juste que dans le calcul qu'on va faire juste après, ça va changer les choses. Vous allez voir, dès la deuxième étape, vous allez voir ce qui se passe. Alors, on fait dans l'ordre. P2R1. Premier point. Alors, on va, entre guillemets, parachuter la formule. P2R1, c'est la probabilité d'avoir une boule rouge sur les R plus B boules au total. Hypothèse d'équiprobabilité, boule indiciaire de touché, on fait le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Ici, il n'y a pas de piège. Le nombre de cas favorables, c'est le nombre de boules rouges, c'est petit r. Le nombre de cas total, c'est le nombre de boules au total, c'est R plus B. Alors ici, au moins sur une des étapes, vous faites une petite explication. Parce que sinon, ça fait un peu parachuter. Donc, hypothèse d'équiprobabilité. Petit r, donc on va mettre point virgule. Petit r, cas favorable, entre guillemets. Cas favorable, ça ira mieux. Favorable. Et sur R plus B, boule au total. Alors, j'ai mis un petit n. Je sais plus ce que j'avais mis. Oui, ça change rien, mais effectivement, ce sera peut-être plus compact. Donc ça, si je rappelle plus, j'ai mis un petit n. Hop, c'est-à-dire petit r sur petit n. Zoup, déplacement de parenthèse. Voilà. Alors, vous mettez limite une petite parenthèse comme ça, c'est pas choquant. Sachant que c'est un cas ultra simple, on va pas vous embêter là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les probabilités composées. Étape suivante, on regarde un peu ce qui se passe, et puis après on pourra généraliser. P de R2. P, excusez-moi, pas P de R2 justement. P sachant R1 de R2. Je vais mettre un petit coup de feu au-dessus. Lui, faut pas oublier. Sachant qu'on a tiré une boule rouge. On a donc une des boules rouges qui est partie. Donc, on a non plus R cas favorable, mais on a R-1 cas favorable. Et le nombre de boules total, il a aussi baissé d'un cran. Donc cette fois-ci, P sachant R1 de R2, bah, ce sera égal à R-1 sur N-1. Donc là, une petite explication. On va dire idem avec R-1 boule restante, R-1 boule rouge restante sur N-1 boule au total. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous mets peut-être le tableau en grand, ce sera comme il va y avoir plein de petits calculs dans tous les sens. Et bon, etc. On va arriver à la conclusion. Alors, pas besoin de passer par la formule. À quelle formule vous pensez? Alors, si c'est pour la formule, nombre de cas, canal de grand E, canal de méga, c'est évoqué par la parenthèse, on n'en dit pas plus. Si c'est pour la formule de probabilité composée, ça arrive tout de suite. Si c'est autre chose, vous me dites. La formule début du chapitre. Ah, je comprends. Alors, la formule du P de E,
du P de E inter A sur P de A, on va surtout l'utiliser en général pour trouver les probabilités d'intersection. Un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Et le calcul des probabilités conditionnelles, lui, il se fera vraiment avec l'interprétation sur un contexte. J'espère que ça ferait clair. Alors, elle est compliquée à démontrer, cette formule-là. Alors, cette formule-là, c'est des probabilités composées? Non. C'est une récurrence, franchement, pas compliquée. Le plus lourd, c'est juste de se promener tous les indices. On en dira un petit mot juste après, si on a le temps en fin de séance, en niveau démonstration. Vous allez voir, c'est franchement pas méchant. Alors, ainsi, on va directement passer à l'étape finale. P de R1, inter R2, inter R3, inter R4. On va avoir, si on reproduit le processus, donc petit r sur petit n au premier, ensuite r-1 sur n-1 en deuxième, et si on continue, r-2 sur n-2, et le dernier, on aurait r-3 sur n-3. Et bon, bah, ce truc-là, ça ne simplifie pas plus que ça, donc on va se contenter de mettre ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dernier calcul? On est bon? Alors, je vais juste vous faire un petit schéma pour faire voir qu'en fait, vous connaissez déjà cette formule. Alors, peut-être que certains l'identifiaient. Vous la manipulez de manière un petit peu différente que l'an dernier. Vous faisiez juste un joli dessin, un joli petit arbre, et puis après, vous faisiez l'air de rien plein de multiplications. Si on fait un schéma, bon, je vais prendre page suivante. Désolé, j'ai pas trop la place là ici. Alors, je vous le remettrai à disposition, ça, vous inquiétez pas. Vous me redemandez si j'oublie, mais bien sûr, ce sera à disposition. Si on fait un petit schéma de ce qu'on est en train de faire, lorsqu'on fait notre tirage, il va y avoir le tirage numéro 1 qui va mener sur, je vais mettre ça comme ça, si je mets un petit code couleur, ou bien du rouge, ou bien du jaune, enfin le jaune correspond au blanc. Ensuite, le tirage numéro 2, il y aura le même principe, quel que soit ce qu'on a pioché avant, on pourra avoir du rouge, ou bien du blanc. Et ainsi de suite. Bon, on va pas en faire 50 parce qu'après, au bout d'un moment, on voit plus grand chose. On va avoir une sorte d'arbre qui se dessine avec les différentes configurations au niveau des tirages de la couleur de la première boule, la couleur de la deuxième boule, la couleur de la, d'ailleurs il manque un petit 3 ici, la couleur de la troisième boule, etc., etc. Et nous, la situation qui nous intéresse, la probabilité qu'on cherche, bah, elle est là, tout simplement. Il faut que je refasse encore un petit coup officiellement. Allez, peut-être que ça va passer. Tac, 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 tac. Et en dessous, on aurait blanc, 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 blanc et blanc. Et donc, la probabilité qu'on cherche, nous, elle est ici. C'est à chaque tirage, on a eu la boule rouge. Donc, à chaque tirage, on est parti vers le haut. Dans toutes les autres extrémités de l'arbre, dans toutes les autres feuilles de l'arbre, on a à chaque fois une boule blanche. Donc ici, c'est P de R1, inter R2, inter R3, inter R4. Et en général, donc je vous laisserai me le confirmer ou pas, mais vous écriviez sur les branches de l'arbre, à quelque chose près, les probabilités conditionnelles. Donc ici, je vais mettre du rouge. Ici, par exemple, il y a P de R1. Ici, il y a P sachant R1 de R2, et bon, etc., etc. Est-ce que ça vous rappelle des choses, ce truc-là? Est-ce que ça correspond à ce que vous faisiez au lycée?
Ouais, ça a l'air bon? Ok. Alors, en général, au lycée, vous faisiez un joli arbre avec 3 à 4 étages et vous disiez rien d'ailleurs, vous écriviez votre multiplication puis c'était plié quoi. Là, vu qu'on va s'intéresser à là c'est un exemple simple parce qu'il n'y a que 4 étapes, vu que nous on va s'intéresser à des situations avec des arbres à n étages, on va dire, pour n quelconque, bah, il faudra qu'on écrive un peu les choses parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais la morale, c'est que les probabilités composées, c'est quand dans un arbre, vous suivez tout le temps une branche fixée. Alors, je vais repasser au PDF. Dernière formule, enfin deuxième et quasiment dernière formule pour ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, les probabilités totales. Alors les probabilités totales, je vous remets le PDF, c'est une autre version que vous connaissez aussi. C'est quand cette fois-ci, on s'intéresse à un événement qui est non pas sur une extrémité d'une des branches, mais qui est réparti sur plein d'extrémités différentes. Et on veut tenir compte de toutes les possibilités. Alors, au niveau mathématique, on va voir ce que ça donne. Et sur l'exemple, on fera un petit arbre aussi. Vous allez vous rendre compte que vous connaissez déjà cette formule de manière un petit peu moins formelle. Alors, l'énoncé. On aura besoin, ça c'est obligatoire, d'un système complet d'événements non négligeables. Donc ça, c'est une hypothèse non négociable. Le système complet d'événements, il est là pour assurer que on a bien décrit toutes les situations possibles. Ça, c'est logique. Si vous vous rappelez bien l'esprit d'un système complet d'événements, c'est logique qu'on ait ça qui intervienne. Le non négligeable, on va voir qu'il est un petit peu négociable lui en revanche. Le non négligeable, il est là pour dire que, a priori, vu qu'on a des probabilités conditionnelles, on a des divisions partout. Et comme diviser par 0, c'est le mal, et on veut absolument éviter ça. Ce qui mène à la formule suivante, P de E. On va pouvoir le décomposer en utilisant les P de I, donc qui sont les probabilités de notre système complet d'événements, avec les probabilités conditionnelles P de E sachant I. Alors attention, là c'est un produit, au global c'est une somme. La démonstration, je vais presque vous la faire dans la foulée, parce qu'au niveau timing on est bon. La démonstration, c'est tout simplement basé sur ce que je vais vous remontrer ici, ça. Si vous regardez bien ces deux formules-là, système complet d'événements, P de E qui se décompose sous forme d'une somme. Si vous comparez avec ceci, on a un système complet d'événements, on a une somme, il y a juste un truc à changer à l'intérieur. Regardez, je vous refais un petit coup, avant, après. Donc la seule chose qu'on a changé, c'est dire que ce P de E inter I, on peut le décomposer en l'écrivant P de I fois P de E sachant I, avec la coefficient de probabilité conditionnelle. Donc j'écris ça vite fait, et après on passe à l'exemple. Alors, deux petites remarques avant d'écrire tout ça, comme ça je ferai tout en une fois. Cette formule, donc au niveau d'utilisation, elle arrive lorsqu'on a une première étape d'une expérience qui aboutit à plusieurs résultats incompatibles. Et, petit cas particulier, on avait vu que AA bar était tout le temps un système complet d'événements. Donc si vous avez ce système complet d'événements AA bar, ça mène à une version simple de la formule. P de E, c'est P de A fois P de E sachant A, plus P de A bar fois P de E sachant A bar. Donc il y a toujours cette version-là qui sera possible. Et après, on reviendra sur l'exemple. Je vais peut-être juste le capturer, comme ça je pourrais vous le remettre sur le tableau juste après. Alors, page suivante, démonstration numéro. C'est le numéro combien? C'est le numéro 4. Alors, premier point. Comme les AI pour I entre 1 et n forment un système complet d'événements, on a P de E qui peut se décomposer sous la forme somme des P de E inter I
pour i allant de 1 jusqu'à n. Deuxième étape. Puis, la probabilité, sachant AI de grand E, c'est P de E inter AI sur P de AI. Donc, le P de E inter AI, bah, c'est égal à P de AI fois P sachant AI de grand E. Donc, vous regardez ça. Tac. Donc, lui, il est là. Il est là. Et donc, si on fait le bilan, on a bien la formule. Conclusion, P de E, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des P de AI fois P sachant AI de grand E. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, ça a l'air bon. Ok. Alors, petit exemple pour finir, et comme ça après on sera bon. Alors, un exemple d'application ultra simple. Alors, je vais devoir passer à la page d'après. Je attends 5 secondes, 5-10 secondes. « 3, 2, 1, pouf !» Alors, donc je vais mettre ça dans un petit coin. Alors, notre exemple, donc c'est celui-ci. On s'interroge sur... mince. Voilà. On s'interroge sur cette situation-ci. On a une urne. Enfin, on a une urne. On a 4 urnes, numérotées de 1 à 4. Donc U1, U2, U3, U4. À chaque fois, il y a des boules blanches et des boules noires. Et chaque urne contient le même nombre de boules au total, mais les proportions de boules blanches et noires sont différentes. L'urne I, elle va contenir NI boules noires, et donc grand N moins NI boules blanches. La probabilité que l'urne I soit choisie, c'est I sur 10. Et une fois que l'urne est choisie, on va tirer une boule au hasard dedans. On s'interroge sur la probabilité d'avoir une boule noire dans cette configuration. Alors, on fait un petit dessin. Donc, on va avoir des urnes. Zut. Donc, schématiquement, tac, 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 et ici, tac, tac, tac. Donc, ces urnes-là, c'est nos urnes U1, U2, U3, U4. U1, U2, U3, U4. Je mets à côté les petites probabilités. Donc l'urne I est choisie qu'une probabilité I sur 10. Donc là, on a 1 dixième. Ici, on a 2 dixièmes. Ici, 3 dixièmes. Et ici, 4 dixièmes. Au passage, on peut, par acquis de conscience, se demander est-ce que ça a bien un sens? Vu que la somme de ces petites probas fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10 égale 1, ça a bien un sens de mettre ces probabilités-là. Et dans chacune de ces urnes, on a des boules noires en proportion N1, N2, enfin en proportion, excusez-moi, en nombre N1, N2, N3, N4. Sauf que au total, on a grand N boules. Hop, je vais peut-être mettre ça un peu plus grand.
Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais. Donc, ici, si on fait un petit schéma, on va avoir, on cherche, alors comment j'ai posé l'événement? On a U1, U2, U3 qui sont choisis. En revanche, on n'a pas encore d'événement qui correspond au choix des boules noires. Donc, on va noter. Alors, on va noter, je sais pas, alors comment il s'appelle? Grand E, on va pas s'embêter. Hein. Grand E. La boule tirée est noire. Alors ici, il faut bien faire attention par rapport à l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, il y avait plusieurs tirages successifs. Donc indexer, c'était impératif. Là, il y a le choix de l'urne, mais il n'y a qu'une seule boule tirée. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait d'appeler juste grand E notre événement. Et on applique, alors on a le système complet d'événements. Le système complet d'événements non négligeables. U1, U2, U3, U4. Alors, je ne l'ai pas écrit, bon, je vais l'écrire par conscience. On va noter UI, ce sera l'événement. L'urne I est choisie. Comme ça, c'est un tout petit peu plus précis. Et on applique la formule probabilité totale. Par la formule des probas totale. Alors, pareil que précédemment, vous citez bien la formule, vous l'écrivez bien soigneusement. Donc ici, parce que sinon il n'y a plus grand chose, P de E, ça va être égal à la somme pour I allant de 1 jusqu'à 4. Donc on fait la somme qui correspond aux 4 situations possibles. Pour chacune des situations, ça correspond au choix de l'urne, donc P de I. Et ensuite, sachant que l'urne I a été choisie, on calcule la probabilité de grand E, donc probabilité conditionnelle. Ça, c'est notre formule, encore une fois, impérative à écrire. Et après, voilà, c'est bidon, hein, il n'y a pas trop de soucis. Application numérique. Hop, c'est pas la bonne couleur. Ici, on remplace. P de E, ça va être la somme pour I allant de 1 jusqu'à 4. P de I, bah, on vient de le dire, c'est I sur 10. Et, alors, on va pas le refaire, enfin, on va mettre une petite explication rapide. Sachant qu'on est dans une urne fixée, on a une simple urne avec une proportion, avec NI boules noires sur grand N boules au total. Hypothèse d'équiprobabilité, nombre de cas favorables sur 2 cas total. Donc on va tout simplement multiplier par petit NI sur grand N. On explique rapidement ce truc-là. Alors, équiprobabilité du choix des boules. Pour, alors je vais vraiment insister, effectivement, ça c'est une fois qu'on s'est fixé une heure. Et bah voilà, vu qu'ici j'ai pas donné plus de valeur que les ANI, bah on peut pas faire grand chose de plus. Donc on a terminé ce petit exemple. Et est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Alors, s'il n'y a pas de questions particulières, donc j'arrête l'enregistrement pour ici.